Et si, au fond, Bertrand Badi était un peu prophète? En 2020, il publiait un essai aux éditions du CNRS. Un essai intitulé Intersocialité, le monde n'est plus géopolitique. Et sur la quatrième de couverture de cet essai, on pouvait lire L'arène internationale ne se limite plus à une simple juxtaposition d'États, mais est sous l'emprise d'un tissu social qui conditionne de plus en plus l'action des dirigeants. On pouvait lire aussi les conflits actuels ne sont plus dominés par le choc des armées, mais alimentés par des phénomènes de souffrance sociale. Et derrière ces mouvements populaires, les entrepreneurs d'opinion, médias, réseaux sociaux, lanceurs d'alerte, acteurs privés en tout genre, remodèlent les relations internationales à leur gré. Et si, au fond, les jeunesses occidentales parvenaient à mettre en crise par les mobilisations sur les campus la muraille de fer militaire et diplomatique forgée par les États-Unis de Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et si, comme lors de la guerre du Vietnam, il y a plus de 50 ans, ces jeunesses parvenaient à enrayer la machine de guerre? Et pourquoi, à propos de Columbia, de Harvard, mais aussi de Sciences Po et d'autres établissements supérieurs français, on s'angoisse autant? J'évoquerai ce sujet avec Bertrand Badi dans cet épisode du Monde n'a pas de centre, sa chronique bimensuelle consacrée à l'actualité internationale. Nous évoquerons également la Grande-Bretagne qui a fini par adopter une loi lui permettant de déporter ses demandeurs d'asile au Rwanda. Va-t-on vers une nouvelle étape de la gestion autoritaire des mouvements de population? On tâchera de répondre à ces questions. Bonjour Bertrand. Bonjour. On a déjà parlé ici de l'évolution rapide de l'opinion publique américaine sur le conflit israélo-palestinien. Une évolution portée par une jeunesse et par les minorités. Mais on en arrive peut-être à un moment de crise profonde au-delà des menaces de boycott électoral adressées depuis un certain moment au président sortant Joe Biden. Là, les campus universitaires sont à cran, occupés. La jeunesse défie le système. La contestation universitaire aux États-Unis fait tache d'huile. De l'Université de Columbia à New York, elle s'étend maintenant à de nombreuses institutions jusqu'au Texas et en Californie. Les universités sont devenues un point chaud du débat avec un mouvement qui réclame la fin de la guerre et le boycott par les universités de toute activité en lien avec Israël. Des affrontements ont éclaté à l'Université de Californie du Sud à Los Angeles entre des policiers et des protestataires qui criaient « Libérer la Palestine ». Vu de France, en tout cas, si l'on s'en tient à certains médias, on a l'impression d'assister à la poussée d'un antisémitisme violent au sein des universités américaines. Le Figaro dénonce la dérive antisémite des manifestations pro-palestiniennes à Columbia. L'Opinion parle de l'antisémitisme en flagrant délire, mais ce n'est pas vraiment ça qui se passe si l'on en croit Tristan Cabello, qui enseigne l'histoire à la Johns Hopkins University dans le Maryland et qui a répondu aux questions du média. C'est tout à fait vrai qu'en dehors du campus, il y a des débordements antisémites, des débordements islamophobes aussi. À l'intérieur du campus, il se passe quelque chose de tout à fait différent, c'est-à-dire qu'on a des étudiants multiculturels, multiconfessionnels, qui sont là ensemble, qui essayent de faire société ensemble. Dans les campements, on voit des séances de prière juives, des séances de prière musulmanes, et donc tous ces étudiants sont là ensemble. Il faut vraiment savoir qu'aux États-Unis, ces universités sont vraiment très riches, plusieurs milliards de dollars. D'un côté, il y a des riches donateurs, mais de l'autre côté, il y a des frais d'inscription qui sont très élevés. À Columbia, c'est par exemple 70 000 dollars à l'année pour pouvoir faire des études ici à Columbia. Et donc, les étudiants demandent à ce que cet argent ne soit pas fait fructifier ou investi dans les entreprises d'armement. Ce que l'on voit spécifiquement sur Gaza, c'est que cette jeunesse, en fait, bien évidemment, se mobilise sur Gaza, mais elle se mobilise aussi sur en fait des systèmes de domination qui nous affectent tous, le colonialisme, l'empire, le capitalisme, le racisme systémique. Et donc, cette jeunesse multiculturelle qui vit ces problèmes-là, c'est la première génération qui aura en fait une vie qui sera moins bonne que celle de leurs parents. Ils se mobilisent aussi là-dessus.
Alors Bertrand, Joe Biden semble hésiter. Il a d'abord dénoncé l'antisémitisme supposé des campus, qualifié de flagrant, puis a changé de braquet en disant que les débats devraient s'exprimer librement et sans discrimination, alors même que la direction de Columbia était tentée de faire appel à la garde nationale. Il joue sa réélection, mais joue-t-il aussi en ce moment sa fin de mandat? En fait, on assiste à un phénomène gigantesque. Et comme tout phénomène gigantesque, il contraint l'acteur politique qui est obligé, je dirais, à courte vue, sans cesse de réajuster son attitude. C'est-à-dire qu'on est dans un temps où le pouvoir politique est plus réactif que proactif. Et il est réactif à un phénomène qui est très intéressant, qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention, qui est ancien, mais qui prend une allure nouvelle. Qu'est-ce qui est ancien? Ce qui est ancien, c'est cette lente appropriation sociale du politique, qui commence dès le XVIIIe siècle avec la Révolution française. Mais c'était une appropriation sociale qui se limitait, j'allais dire sagement, le terme est mal choisi, mais il est au moins imagé, aux questions de politique nationale. Là, ce qui est tout à fait remarquable depuis, je dirais, les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, c'est cette lente appropriation sociale de l'international. Ça, c'est quand même un paramètre nouveau qui vient complètement tout bouleverser parce que l'international restait le domaine réservé, y compris de l'absolutisme. L'international, c'est ce qui permettait aux stratèges de perdurer malgré cette prise de conscience par les sociétés d'elles-mêmes. Et puis voilà que ces sociétés se mêlent de plus en plus d'international, et non seulement se mêlent de plus en plus d'international, mais deviennent proactifs. Première étape, la décolonisation. La décolonisation, c'est quoi? C'est la prise en charge par les acteurs sociaux de leur destin contre les structures d'autorité et de domination qui sont victimes. Et puis on voit, tu y as fait mention dans ta présentation, quelque chose de nouveau avec la guerre du Vietnam. Le mai 68 américain, à Berkeley notamment, les universités de la côte ouest, mais pas seulement, où les jeunes disent « nous, on est contre la guerre du Vietnam ». Par parenthèse, c'est important à noter, l'un de ces jeunes gauchistes de l'époque, Carl Oglesby, a employé pour la première fois le mot « Global South », ce qui était déjà annonciateur de quelque chose... De Sud global. Voilà, de Sud global, quelque chose qui va rebondir plus tard. Mais ce que l'on voit en ce moment avec le conflit israélo-palestinien est tout à fait étonnant, parce que c'est le seul élément proactif qui vient contrebalancer dans la sphère occidentale cette alliance de fait entre Israël et l'ensemble des pays occidentaux. Je dis alliance de fait, mais c'est une alliance nommée, puisque de plus en plus, il est dit que le soutien à Israël est la condition de survie de la civilisation occidentale. Quand la Chambre des représentants a voté l'aide militaire à Israël ces derniers jours, Netanyahou a dit « mais c'est très bien, ça défend ainsi la civilisation occidentale ». Ceci est mis en péril par quoi? Par pas mal de doutes, pas mal de questionnements qui viennent d'un peu partout, mais qui viennent de plus en plus des campus universitaires. Et ça, c'est quelque chose qui est d'autant plus remarquable aux États-Unis que c'est convergent avec d'autres sources profondes de mutation de la société américaine, dont on a déjà parlé ici, notamment cette méfiance à l'égard de la mondialisation dont Trump sait profiter, par ailleurs. Là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, original, qui touche un autre secteur de la société américaine, qui est la jeunesse, et la jeunesse... Une jeunesse plutôt pro-mondialisation, en fait. Une jeunesse... Pro cette mondialisation-là. Justement, et c'est ça qui est intéressant, parce que si les classes moyennes américaines se crispent dans le trumpisme contre la mondialisation, on voit que la jeunesse, elle est dans le monde et elle ne supporte pas les souffrances du monde. Et le cri qui part des campus américains, c'est comment peut-on tolérer 35 000 morts à Gaza sans ne rien dire, sauf envoyer des aides militaires supplémentaires à l'État d'Israël. Donc ça, c'est un paradoxe insupportable pour cette jeunesse, qui est une jeunesse très transnationalisée, très cosmopolitisée, de par ses origines, de par sa propre mobilité, de par sa visibilité, son appartenance
appartenance à des réseaux sociaux qui la met en contact permanent du monde. Et on voit ce phénomène arriver en France. Alors, dernière petite chose qui est intéressante, c'est que on a vu ça avec le Vietnam, on a vu ça aussi au moment où George W. Bush avait lancé sa guerre d'Irak en 2003. Il ne faut pas oublier que le 15 février 2003, il y a eu dans les rues du monde, 15 millions de manifestants pour protester contre la guerre. Alors tu me diras, la guerre a quand même eu lieu. Oui, mais elle a été immédiatement délégitimée. C'est-à-dire qu'immédiatement, cette guerre, on a compris qu'elle se faisait contre l'opinion publique. Puis Wikileaks, etc., ont fait le reste du travail. Mais, exactement. Mais ce que vraiment je voudrais redire, et merci d'avoir cité le livre dans lequel j'exposais cette idée, c'est que maintenant, la puissance militaire ne fait plus la décision finale en matière de relations internationales. Elle peut conduire à gagner quelques guerres, très peu d'ailleurs, par le jeu de la force, mais maintenant, on voit bien que ce qui est déterminant dans le jeu des relations internationales, c'est l'énergie sociale. Et donc, que l'énergie sociale vienne à se déplacer, et le faible aura à ce moment-là raison du fort. Et c'est la raison pour laquelle ces mouvements étudiants surprennent, dérangent, inquiètent certains, et c'est la raison pour laquelle il faut aussi aller plus loin. Et la vraie question qu'il convient de se poser à propos du conflit israélo-palestinien, c'est comment l'opinion publique mondiale va évoluer. Est-ce qu'elle va soutenir ou pas la cause palestinienne, ou est-ce qu'au contraire, elle va s'en désintéresser? Ce qui est intéressant, c'est que le mouvement étudiant est un peu un aiguillon dans cette affaire. Pourquoi? Parce que un mouvement syndical ouvrier, c'est codifié, ça se prévoit, on peut négocier avec. Un mouvement étudiant, par définition, défie tous les codes, c'est-à-dire dérange, déstabilise, crée de l'incertitude, de la peur dans ceux qui tiennent le pouvoir politique à tous les niveaux, et c'est la raison pour laquelle Biden est si inquiet, et c'est la raison pour laquelle aussi il s'aperçoit que sa rhétorique de la nuance sur le conflit israélo-palestinien est doublement défiée. Défiée par cette opposition estudiantine, puis défiée aussi par le cours des événements qui l'amènent régulièrement à déployer une pratique qui est le contraire de son discours, c'est-à-dire à soutenir inconditionnellement Israël. Le vote de la Chambre des représentants est quand même assez étonnant parce que les États-Unis vont en même temps payer les armes qui permettent de contribuer à la destruction de Gaza et payer l'assistance humanitaire contre les dégâts provoqués à Gaza. C'est vraiment pure folie. Alors, de manière quasiment parallèle, les étudiants de Sciences Po Paris semblent vouloir entrer dans la danse. Sciences Po Paris, où tu es enseignant. Jusqu'en Australie, on observe des répliques de ce séisme. On peut dire l'Occident, il est ébranlé par sa jeunesse. Est-ce que c'est le concept d'Occident même, c'est-à-dire une appartenance exclusive et excluante, peut-être d'ailleurs, qui est en crise aujourd'hui dans ces grandes universités des pays riches? Non, je crois que cette jeunesse, j'ai eu la chance de vivre avec elle pendant 40 ans. D'ailleurs, pendant 40 ans, j'ai pu continuer à avoir 20 ans, en quelque sorte. Cette jeunesse, elle est probablement, en partie, il n'y a pas d'unanimité, sur un triple point de rupture. Le premier point de rupture, c'est que nous assistons dans les universités actuellement à l'apparition de la première génération réellement cosmopolite, c'est-à-dire qui se sent citoyen du monde, piéton de la mondialisation, ce que Guattari en son temps appelait la cité subjective, c'est-à-dire celle à laquelle on sent appartenir. Avec le progrès des réseaux sociaux, de la visibilité du monde, de plus en plus cette jeunesse se sent dans le monde. Ça, c'est un premier élément de rupture qui, je crois, explique cette appropriation sociale et cette appropriation par les jeunes de l'international. Le deuxième élément, c'est que la jeunesse est très sensible à la souffrance. Et ça, moi, pendant toutes mes années, mes décennies d'enseignement, j'ai pu voir à quel point les étudiants comprenaient que le véritable enjeu des relations internationales, c'était la souffrance sociale. Et on ne peut pas expliquer à un jeune que l'on peut faire 35 000 morts, et probablement, hélas, beaucoup plus, à Gaza,
dans l'indifférence. Ça, c'est quelque chose que la génération d'aujourd'hui ne parvient pas à comprendre. Et cette espèce, je dirais, de radicalité de l'indifférence que nous observons depuis octobre dernier. Cette radicalité de l'indifférence, elle ne passe pas dans la jeunesse. D'autant plus que c'est 30 ans, quasiment jour pour jour après le génocide au Rwanda. Et en fait, cette jeunesse également a été éduquée au souvenir du génocide des Juifs d'Europe. Et en fait, a l'impression d'être complice de ce qui apparaît comme le retour d'un mal effroyable. C'est aussi ça, c'est-à-dire c'est peut-être le fait qu'elle soit éduquée, qu'on l'ait éduquée justement au danger de répéter l'innommable qui joue. Mais c'est tout à fait ça, avec en plus cette révolte contre l'indifférence. Moi, j'ai eu l'occasion de parler, bien entendu, de par mon rôle social, je dirais, à beaucoup de ces jeunes. Je fais des conférences au rythme de 2-3 fois par semaine, un peu partout en France et aussi ailleurs. Et ce qui bute, c'est la politique de l'indifférence, c'est-à-dire cette politique qui ne veut pas voir et qui, par cette indifférence banalisée, évidemment, fait jaillir le deux poids, deux mesures. Un jeune ne comprend pas le deux poids, deux mesures. Un jeune, c'est un candidat à entrer dans la vie sociale active. Donc, il sait que sa chance d'entrer de plein pied dans la vie sociale active, c'est le droit égal à tous. Et le fait, donc, qu'il y ait cette diplomatie jusqu'à la caricature du deux poids, deux mesures, cette politique qui va jusqu'à convoquer à la police des gens qui tiennent sur la politique au Proche-Orient des points de vue différents du point de vue officiel, c'est insupportable. Et donc, je pense que le pouvoir politique n'a pas mesuré à quel point ces excès dans l'indifférence et dans le deux poids, deux mesures, a provoqué un éveil des consciences chez les jeunes qui n'aurait peut-être pas eu lieu si la gestion diplomatique de cette crise avait été plus équilibrée. Ça, c'est le deuxième paramètre. Et puis, il y a, je crois, un troisième paramètre auquel il faut être attentif. C'est que notre monde est ainsi fait qu'il vient valoriser l'identification. C'est-à-dire que ce qui devient le principe actif du jeu international, c'est à quoi vais-je m'identifier. Comme je suis dans le monde et que défilent devant moi des images de toute une série d'enjeux gigantesques, comment moi je me situe, je me pose, je me définis. C'était la question banale du temps où naissait l'espace public dont parlait Habermas, c'est-à-dire dès le XVIIIe siècle. Mais encore une fois, c'était limité aux questions nationales. Maintenant, je dois m'identifier. Donc, ce que l'on ne veut pas voir, et c'est la stupidité de la géopolitique, c'est qu'au-delà des prises de position cartographiables, il y a un énorme mouvement de milliards, puisqu'il y a 8 milliards d'humains sur Terre, de milliards d'identifications. Cette nano-sociologie internationale, c'est ce qui fait véritablement l'ordre international de demain. Ça va plus vite que le rythme des chancelleries. Et donc, ça peut rebattre les cartes à une très grande vitesse. Alors, en France, il y a aussi une hystérie du politique par rapport au mouvement étudiant relatif à la Palestine. On peut imaginer qu'il va poursuivre et qu'il va se développer. Mais comment tu comparerais la réaction du gouvernement de Joe Biden à la réaction du gouvernement d'Emmanuel Macron face à ce sursaut étudiant? Alors, l'échelle n'est pas la même, il faut comprendre. D'abord parce que le mouvement des campus américains, il commence à dater, c'est-à-dire qu'il s'est constitué pratiquement dès octobre. Et donc, ça fait maintenant 5 mois, 6 mois qu'il est en marche, donc qu'il devient un paramètre durable du jeu politique et donc diplomatique américain, tandis qu'en France, ce phénomène est apparu
il y a quelques jours. Il ne prend véritablement de consistance que depuis quelques jours. La deuxième différence... Mais il a aussi tardé parce que très rapidement, il y a eu des accusations de wokisme, des interdictions, des menaces. On se rappelle de Gabriel Attal qui évoquait déjà Sciences Po il y a quelques mois en expliquant que c'était un repère de wokistes et d'islamo-gauchistes. Peut-être qu'aussi une prise en main plus forte du pouvoir politique sur l'université française. Mais c'est évident. Souvent, ce sont les maladresses du politique, ses excès, ses abus, son incompréhension, qui est le principal ressort de ce genre de mouvement. Et ça, c'est très clair. Il reste que l'échelle des mouvements aux États-Unis et en France n'est pas du tout la même. Peut-être que les deux phénomènes vont se rejoindre dans une intensité comparable. Pour l'instant, ce n'est pas véritablement le cas. Et puis, il y a un deuxième élément quand même. C'est que les États-Unis, le président des États-Unis est le seul décideur véritablement décisif qui engage réellement là où les autres ne sont que des observateurs passifs et parlants. Il faut comprendre que ce drame israélo-palestinien n'a de solution que dans la capacité des États-Unis de bloquer un certain nombre d'abus et d'excès, ce que la France n'a pas. Donc quand on s'adresse à Biden, ce n'est pas la même chose que quand on s'adresse à Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, ou à tout autre, Rishi Sunak, ou je ne sais qui. Donc ce qui est important, finalement, derrière tout ça, c'est encore une autre face, qui est l'hégémonie contestée. L'hégémonie américaine contestée dans le monde, c'est l'histoire, je dirais, presque des décennies qui nous précèdent, mais de plus en plus l'hégémonie américaine contestée à l'intérieur de la société américaine. C'est-à-dire que le grand credo américain, qui était les États-Unis dotés d'une mission spéciale qui est... La destinée manifeste. Voilà, exactement. Un concept théologico-politique. Oui, mais qui avait été élaboré par un de tes confrères du 19e siècle, M. Sullivan. Ça ne fait plus, je dirais, le credo unanime des États-Unis. Et de ce point de vue-là, il faut suivre les États-Unis, il faut les suivre dans les années, dans les décennies qui vont venir. Je pense que l'hégémonie américaine, au moment où elle pensait être enfin arrivée à ses fins, c'est-à-dire avec la chute du mur et la victoire des États-Unis dans la guerre froide sur l'URSS, les États-Unis, imprudemment considérant que 2 moins 1 faisait 1, ils étaient le leader unipolaire du monde, c'était la fin de l'histoire et tout ce que l'on connaît bien. Et là, on voit un retour brutal de bâton qui s'est fait en 2 temps. Il s'est fait à partir d'une contestation de plus en plus forte des États, et notamment des États du Sud, et parmi les États du Sud, de ceux qui étaient les relais des États-Unis, je pense à l'Arabie Saoudite, à la Turquie et à bien d'autres encore. Mais maintenant, on passe à une nouvelle phase, c'est l'idée même de ce messianisme américain qui est remis en cause à l'intérieur de la société américaine et par les deux extrêmes, par une extrême droite trumpienne qui la remet en cause au nom de l'égoïsme national, de l'America First et occupons-nous de nos affaires, tout pour nous et rien pour les autres, que de l'extrême gauche ou de la gauche qui dit mais celle-ci est finalement mortifère, conduit à des désastres, comme le Vietnam avait été un désastre et comme aujourd'hui Gaza est un désastre. Alors, on est au cœur des intersocialités que tu décrivais dont on parlait, que tu décrivais dans un de tes livres. Mais ces intersocialités qui se déploient devant nos yeux peuvent-elles déboucher sur des solutions politiques réelles? C'est-à-dire, est-ce que les campus américains ont une clé de quelque chose aujourd'hui? Alors, elles ont la clé, je pense, de bloquer la diplomatie et la ligne politique des États-Unis et du gouvernement américain. Pourquoi? Parce qu'il risque, et il va, le terme risque est mal choisi, peut-être se passer ce que l'on a vu au moment du Vietnam. C'est-à-dire au moment du Vietnam, Nixon a compris
que même si on gagnait militairement sur le terrain, ce qui était l'offensive du Tet avait plutôt tourné en faveur des États-Unis, on était en train de provoquer une défaite sur le dossier vietnamien à l'intérieur de la société américaine, que ceci était dangereux et désastreux, non seulement sur le plan électoral, mais sur le plan même de la stabilité sociale, ce qui va bien au-delà de gagner ou perdre une élection. Et c'est ainsi que Nixon a donné procuration à Kissinger pour fermer le dossier vietnamien. Si cette pression dure, ce qui reste encore à démontrer, si a fortiori elle venait à se renforcer, je pense qu'on peut considérer, surtout dans une année électorale, que Biden prendrait des initiatives pour montrer ou amorcer, en tous les cas, une distanciation par rapport à Israël et par rapport à cette politique de puissance, ce fameux power politics, qui continue à vouloir s'imposer dans le contexte proche-oriental. Donc, ce que font les campus et la menace qui est liée à cette ébullition des campus peut effectivement faire plier l'administration de Washington. Ça ne veut pas dire qu'elle est porteuse de solutions. Parce que ce qui est intéressant dans l'intersocialité, c'est que l'intersocialité vient brouiller les jeux du stratège. Le principal effet de l'intersocialité, c'est la mise au chômage du stratège. On peut être stratège face à un autre stratège, on ne peut pas être stratège face à des millions d'interactions sociales. Ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas les maîtriser ni les dominer. Et donc, la force de l'intersocialité, c'est ça, c'est-à-dire cette espèce de nouveau pouvoir de veto, et qui est intéressant de ce point de vue-là. Ça peut aller au-delà, L'intersocialité, elle peut créer de nouvelles sociabilités, c'est-à-dire de nouveaux liens, de nouvelles passerelles, de montrer par exemple que l'on peut être palestinien, on peut être arabe, on peut être musulman et être en relation d'amitié avec des juifs américains. Il y a beaucoup de juifs. D'ailleurs, il y a des, comment dire, la mise en scène politique, je veux dire, de prières juives, chrétiennes et musulmanes sur le campus de Columbia au moment où nous parlons. Voilà, et de plus en plus des jeunes juifs qui rejoignent ce mouvement par solidarité humaniste, en quelque sorte. Et l'invention de cette nouvelle sociabilité, c'est la solution pour demain. Parce que qu'est-ce que c'est? Si ça marche. Parce qu'effectivement, il y a la caravane de l'extrême droite qui avance et celle-là qui avance, mais on ne sait pas qui va arriver le premier. Théophile, il y a une leçon de l'histoire, je crois que j'ai déjà dit à ce micro, mais j'y tiens beaucoup, qui est de dire que tous ceux qui se battent pour leur émancipation finissent toujours par gagner. L'incertitude, c'est pas qui gagnera, c'est le temps qu'il faudra gagner et le prix qu'il faudra payer. Parce que pendant que tout cela se fait, on continue à mourir à Gaza, et là, dans le plus strict anonymat. Et il n'y a que la puanteur dégagée par des cadavres en décomposition qui rappelle cette cruelle réalité. Donc, ce qui m'effraie, c'est ce décalage qu'il y a entre la mort immédiate et la sociabilité qui risque de mettre des années pour se construire. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est long à se faire qu'il faut le repousser. Au contraire, c'est une raison de plus pour commencer tout de suite. Évoquons désormais ce qui est peut-être une inflexion préoccupante des relations internationales. Le Royaume-Uni a réussi à faire passer une loi qui lui permettra d'externaliser au Rwanda, en Afrique des Grands Lacs, dans l'Afrique des Grands Lacs, ses demandeurs d'asile. Le ministère de l'Intérieur britannique n'a pas attendu que la loi soit adoptée par le Parlement pour envoyer sa lettre à Hamza. Il y a quelques semaines, cet Iranien de 34 ans a été prévenu. Il fera sans doute partie des premiers demandeurs d'asile expulsés vers le Rwanda. Je suis très stressé, je ne sais pas quoi faire. Je ne pense qu'à cette lettre et je ne pense qu'au Rwanda. Parmi les migrants pris en charge par cette association dans le centre du pays, d'autres ont reçu le même courrier. Si avant que je vienne ici, il m'avait dit qu'il m'enverrait au Rwanda, je ne serais jamais venu. J'ai fui mon pays pour être en sécurité ici.
Sinon, j'aurais été tuée par les talibans. Ça vous fait quoi d'être peut-être envoyé au Rwanda? C'est injuste, surtout pour quelqu'un qui vient d'Afghanistan. Pensez-vous que cela empêchera d'autres personnes de venir maintenant? Oui, je dis à tous les demandeurs d'asile, ne venez pas au Royaume-Uni. On l'a entendu, je dis à tous les demandeurs d'asile, ne venez pas au Royaume-Uni. C'est un demandeur d'asile qui sera peut-être contraint d'aller au Rwanda qui le dit. C'est sans doute le but recherché par le gouvernement britannique, rendre moins attrayante la Grande-Bretagne. Mais à quoi correspond ce désir d'externaliser ces migrants? C'est cher, ce n'est pas vraiment conforme aux conventions internationales, c'est cynique et ça nous dit quelque chose à la fois du Royaume-Uni et du Rwanda. Oui, tout à fait. Moi, lorsque j'ai appris cette loi, il y a déjà un moment, parce qu'on en parle depuis... Oui, elle était bloquée, notamment par la Cour suprême, je crois. Oui, exactement. Et là, c'est passé. Suprême. Et là, maintenant, effectivement, elle est passée. Et ils sont pressés parce qu'il y a des gens qui sont déjà... qui ont déjà appris qu'ils devaient partir. Ils sont pressés de la mettre en œuvre. C'est l'archétype de la décision idiote. Et c'est ça que je crois qu'il faut d'abord retenir, c'est-à-dire se poser la question... Pourquoi verse-t-on dans la stupidité et dans l'irrationnel de façon consciente et déterminée? C'est comme ça qu'il faut poser le problème. Et on voit très bien la réponse à cela. C'est stupide, c'est irrationnel pour toutes les raisons que tu as dites, c'est-à-dire que cette entreprise va coûter beaucoup plus cher que si le gouvernement de M. Rishi Sunak avait offert... Une suite dans un 4 étoiles à Londres aux candidats à l'immigration. C'est stupide parce que ça va à l'encontre de tous les principes du droit international et des droits humains. Et on pourrait ainsi continuer. Pourquoi la stupidité gagne? Et d'ailleurs, ne nous moquons pas trop des Britanniques. Quand on pense à l'Union européenne, aux milliards qu'elle investit dans son budget prévisionnel pour soutenir l'action de Frontex, on retrouve les mêmes absurdités. L'explication fondamentale, c'est que l'effet d'image est roi. C'est-à-dire qu'on ne prend plus en compte maintenant, dans l'action publique et dans la décision, la rationalité de la chose, c'est-à-dire le plus court moyen pour obtenir l'objectif maximal au moindre prix. Ce que l'on veut à tout prix, c'est créer l'effet d'image, c'est-à-dire l'effet dissuasif ou persuasif de l'image. On est de plus en plus dans cette gouvernance par l'image. Or, l'image est quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que l'image n'est pas la projection d'un choix rationnel, c'est la projection, je dirais, de l'affect, de la mentalité profonde de l'opinion que l'on veut conquérir. Et là, on arrive au comble de l'absurdité. Absurdité rehaussée par le fait que ce n'est pas n'importe quel pays africain qui a été choisi. Le Rwanda est gouverné par un Poutine africain, c'est-à-dire un homme qui se distingue par une politique intérieure extrêmement répressive, un régime ultra-autoritaire, et à l'extérieur par des projets de conquête. C'est-à-dire l'Ukraine de M. Kagame, c'est le nord-est du Congo, c'est le Kivu, c'est toute cette région qui est dans le sang depuis maintenant 1998. Il ne faut pas l'oublier. Donc on est au comble de l'absurde. Il y a aussi derrière tout cela, je dirais, une erreur de calcul, même à travers l'effet d'image. Pourquoi ? Parce que on ne compte plus les dizaines de milliers d'humains, nos frères, nos sœurs, qui sont morts au fond de la Méditerranée dans le plus total anonymat. Et on constate de semaine en semaine que le phénomène se banalise dans la Manche également, et ailleurs aussi, bien entendu. Autour des Canaries, enfin, il y a beaucoup d'autres endroits. Et que constate-t-on ? C'est que ça ne dissuade en rien le candidat à la migration. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, à nouveau, que derrière la migration,
il y a tout simplement la projection d'un imaginaire qui, chez chacun, y compris dans les lieux les plus désolés de l'Afrique, se mondialise. C'est-à-dire que quand on pense son avenir ou celui de ses enfants, on ne le pense plus dans son village, on le pense dans le monde. Et que s'il y a des tempêtes à traverser pour réaliser, comme dit cette belle chanson, ce rêve de trouver un jardin sous la pluie, j'aime beaucoup cette formule, eh bien, c'est pas ce genre de gesticulation profondément ridicule qui dissuadera quiconque. Donc, on est même dans l'effet contraire à l'effet recherché. Et en parlant d'effet d'image, peut-être que l'effet d'image n'est pas terrible pour le Rwanda. Le Rwanda qui investit malgré sa pauvreté et qui a investi sur son image, notamment parce que c'est quand même un pays qui s'est relevé courageusement du génocide des Tutsis en 1994. C'est un pays qui il y a visite Rwanda sur les t-shirts, sur les maillots de footballeurs du football européen. C'est un beau pays touristique, mais c'est aussi le pays qui est considéré comme finalement l'intermédiaire du système international mafieux pour piller le Congo. Et on voit que désormais, le Congo, fatigué peut-être d'accuser le Rwanda, tire directement sur Apple et en expliquant que Apple exporte les minerais du Congo via le Rwanda, donc des minerais du sang exprès. Ça, c'est un vrai danger pour la multinationale Apple, bien plus que des gouvernements occidentaux qu'on nommerait sans trop de précision. Et finalement, ce pays donc, qui serait l'intermédiaire des Occidentaux dans le pillage du Congo deviendrait encore aussi l'intermédiaire des Occidentaux dans leur politique migratoire cynique. Ça devient beaucoup pour un tout petit pays. Tout à fait, mais pour introduire un élément de comparaison avec ce dont nous parlions dans le chapitre précédent, le double malheur du Congo, c'est qu'il vit un martyre qui, de bien des points de vue, est comparable au martyr ukrainien ou au martyr palestinien, mais il le vit dans l'anonymat et, je dirais, dans l'occultation la plus complète. Et ça, c'est probablement la chance de tous ceux dont tu décris justement le jeu cynique et mafieux, qu'ils peuvent fonctionner dans l'obscurité. Un système mafieux est à son optimum quand il fonctionne dans l'obscurité. Oui, et personne ne veut allumer la lumière. Ce qui change les choses, c'est justement que en Europe, dans des pays comme la Belgique et la France, même si les Congolais demeurent une minorité parmi les minorités, c'est une minorité créative et les rappeurs francophones sont congolais d'origine pour beaucoup, et au sein de la francophonie montre quand même la complainte du Congo beaucoup plus qu'il y a 10 ans ou 20 ans. C'est vrai, mais il suffit de regarder les journaux télévisés qui souvent sont très chiches en matière internationale, mais quand parle-t-il du Congo ? Quand est-ce que le problème congolais devient un objet de débat dans l'espace public en France ou ailleurs dans le monde? Il y a bien sûr une diaspora congolaise qui est très active, tu as tout à fait raison, mais quel est l'impact final au sein de l'espace public européen? C'est ça qui permet effectivement aux États européens de déployer une diplomatie cynique qu'ils risquent d'avoir de moins en moins la possibilité de déployer dans le contexte israélo-palestinien, parce que là, on a allumé les lumières. On parlait des campus tout à l'heure. Les campus allument la lumière. Et qui allume la lumière concernant le Rwanda, concernant le Congo, concernant la plupart des conflits africains? Il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Ça monte, je crois. Alors, on imagine que d'autres pays européens vont suivre le chemin de la Grande-Bretagne avec les accords de Frontex, après les accords de Frontex avec des pays comme la Libye, la Tunisie, le Niger même, avant le coup d'État. D'ailleurs, peut-être que c'est aussi des choses comme ça qui participent à délégitimer le politique et à permettre des coups d'État. D'autres accords pourraient se multiplier pour parquer les migrants en quelque sorte hors de l'Union européenne, les faire retourner, disons, les faire refluer, même si ce n'est pas retourner dans leur pays. Et on peut penser qu'un cap a été franchi dans la gestion autoritaire des flux migratoires avec cette affaire anglo-rwandaise, si on peut dire. Oui, mais c'est tout à fait vrai.
Et on va voir ce qui va en sortir. Peut-être que la France aura son Rwanda. Oui, je ne suis pas très optimiste à très court terme, parce que je pense que ces logiques d'occultation continuent à faire leur œuvre, et parce que on sait parler à l'opinion publique un langage qui, sur l'immigration, la conduit à cette sourde indifférence, cette même indifférence que je dénonçais tout à l'heure et qui fait tellement de mal. Je crois que le vrai problème, Théophile, de l'immigration, c'est qu'on n'a toujours pas compris aujourd'hui qu'on avait changé de monde. L'immigration, c'était considéré comme quelque chose de dramatique, d'anormal, au sens étymologique du terme. Et d'ailleurs, quand elle finissait bien, on parlait de naturalisation de l'immigré. Ça veut dire qu'il redevient normal, en quelque sorte. Donc, ce temps de l'anomalie migratoire, c'était une parenthèse dans l'histoire du monde, liée à la création de l'État-nation, au culte du principe de territorialité, au culte des frontières, à la toute souveraineté, toute puissance de la souveraineté étatique. Avant, ça n'existait pas, et les populations se déplaçaient. Et dans d'autres lieux qui n'ont pas été marqués par cette culture westphalienne, la migration n'a jamais cessé. Je pense à l'Afrique, qui est une grande terre de migration interne au continent. Bon. Eh bien, qui a une tolérance quand même un peu plus grande pour l'immigration. Parce qu'en Afrique du Nord, et malheureusement aussi un peu en Afrique de l'Ouest, il naissent des mouvements mimétiques d'extrême droite. On l'a vu. Il faut savoir. Mais ce n'était pas traditionnellement le cas. Mais ceux-là sont en retard de métro, parce qu'entre-temps, cette logique qu'ils imitent est dépassée. Nous sommes dans un monde, à nouveau, l'intersocialité, où l'ordre mondial est gouverné par des imaginaires sociaux mondialisés, c'est-à-dire l'être humain, y compris celui que j'observais tristement dans le bidonville de Makoko à Lagos. Il est connecté, il voit le monde, et voyant le monde, il voit son destin dans le monde. Et donc, la migration, elle est inscrite dans les dynamiques intersociales normales. La norme sociale a dépassé une norme politique agonisante. Cette norme politique de fermeture et de dramatisation de la migration, elle est contraire à tous les intérêts d'un pays moderne et, je dirais, postmoderne, contraire à son intérêt économique, parce qu'elle a besoin de main-d'œuvre, parce qu'elle a besoin de rééquilibrer sa démographie, parce qu'elle a besoin de créer des connexions, des ponts, des passerelles entre cultures qui se mondialisent de plus en plus. Eh bien, c'est ça qu'il faut penser. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on dépense des milliards pour penser la répression, pas un centime pour penser l'innovation. Merci Bertrand. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode du Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi. Votre engagement et votre fidélité nous sont précieux. Si vous avez apprécié cette émission et que vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous encourageons à sauter le pas, devenez sociétaire ou abonné du média. Merci d'être à nos côtés dans notre mission d'information et d'engagement. Gardez votre télécommande bloquée sur le canal 350 de la Freebox pour ceux qui sont abonnés Free et agissons pour que le média soit bientôt disponible sur toutes les boxes et pourquoi pas sur la TNT. Nous allons déposer un dossier. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, les réseaux sociaux et notre site internet. À bientôt.